Hazak. Alors, la parashat Bo, elle est belle comme tout, même s'il est beau. Elle parle des 3 dernières makotes. 3 dernières makotes et 3 dernières plaies que les Égyptiens vont subir avant de laisser les Israël, avant de libérer les Israël. Akadosh Baruch Hu va dire à Moïse, Bo el Paro, va chez Paro, viens chez Paro, qui anir batiet libo, vetlev avadav. Parce que moi, j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, les Mahan Chiti Otota et les Bekirbo. J'ai endurci leur cœur afin qu'ils ne fléchissent pas à la première occasion, à la première pression, à la première plaie, mais au contraire, qu'ils aient la tête dure et qu'ils tiennent afin de leur infliger encore des coups. Et plus ils vont tenir, plus on va leur infliger et à la fin, ils vont vous libérer. Et intéressant, c'est que la plaie de Harbé de Sauterelle, c'est la plaie, la 8e plaie, parce que la 8e plaie, c'est celle-là de cette paracha. Harbé, après Rocher, c'est les ténèbres, l'obscurité, et puis après Makat Bechorot, c'est la plaie de la mort des premiers-nés. Mais juste un petit hidouche comme ça du Ben Israël que j'ai vu, que j'ai trouvé cute, et je vais vous partager. Lorsque Dieu dit à Moïse, va dire à Paro et lui annoncer la prochaine plaie, il ne lui dit pas quelle plaie c'est. Dans toutes les plaies, on voit que Dieu dit à Moïse, annonce-lui cette plaie, annonce-lui la plaie des bêtes féroces, annonce-lui la plaie du sang. Mais là, il n'y a pas écrit quelle plaie c'est. Et lorsque Moshe arrive vers le pharaon, il lui annonce qu'il va avoir la plaie des sauterelles, qu'on appelle en hébreu arbé. Arbé, c'est sauterelle. Alors, la demande le Ben Israël, d'où Moshe savait, où on voit dans les mots que ça parlait des sauterelles. Et on a compris que c'était ça que le bon Dieu lui disait. Mais où dans les mots, on retrouve une allusion de la plaie, que la plaie était annoncée au départ. Où est-ce qu'on le voit? Alors, il dit quelque chose de très joli. Il dit, le Ben Ishai, que dans le mot Bo el Paro, Bo veut dire viens ou va chez Paro, va chez le pharaon. Il dit, si tu prends le mot Bo el Paro, le mot Bo, Bet Aleph, mets-le chez Paro, mets-le dans Paro. C'est-à-dire quoi, mets-le dans Paro? Il y a des lettres, vous savez, il y a des lettres qui sont appelées, on est dans le langage hébraïque, ce qu'on appelle des otiot mitralfot. C'est quoi otiot mitralfot? Ce sont parfois des lettres qui s'interchangent. C'est un code, une manière de décrypter la Torah. C'est les lettres de la même branche. Quand j'ai la même branche, ça veut dire le même registre. Il y a les lettres gutturales, les lettres labiales. Et bien, ils peuvent parfois s'interchanger. Alors, le Aleph, le He, le Het, le Aïn, tout ça sont des lettres qui viennent de la gorge gutturale. Alors, il dit Bo, El Paro, mets le Bo et change-les dans Paro. Et vous remarquerez que vous prenez Aleph, Bet, de Bo, de Bet, et le Resh et le E de Paro, ça fait Arbé. Le Bo, la lettre Bo, tu le mets dans Paro. Tu la mets dans Paro. Tu changes quoi? Le P avec le Bet et le P avec le Bet. Le P, c'est une lettre labiale, P et Bet, ça change. Et Aïn et Aleph, c'est une lettre gutturale, grognote. Tu la changes. Et donc, ça fait Arbé. C'est-à-dire, si tu vas savoir, je vous donne une allusion, la Torah te dit, tu veux une allusion, quelle plaie je vais lui annoncer? Le Bo, El Paro. Bo, mets-le dans le Paro et tu vas voir ton allusion, tu vas savoir c'est quelle plaie. Je trouvais cute comment dans le Remez. Ouais. Je vais juste faire une écartade de 2 secondes. En Israël, près de Jérusalem, quand on va vers la mer Morte, il y a un endroit, c'est une école de conduite, c'est un arabe qui la tient, et il a mis son signe en hébreu, il a écrit en hébreu, il voulait écrire Bet Sefer Prati, une école privée. Et les Arabes, ils ne disent pas Pei, ils disent Bet. Ils n'arrivent pas à dire Pei, ils disent Bet. Alors, il a écrit Bet Sefer Brati avec un Bet. C'est quand même, ils ont du mal avec le... C'est comme vous avez vu. Alors, il a changé le Pei en un Bet. On écoute des petites...
Regardez si vous n'avez pas vos... Allô? Est-ce que c'était que moi qui entendais des petits bruits? Bon, je ne sais pas. En tout cas, vous avez vu les Iraniens, ils ont fait une... on appelle ça un cyber-attaque en Eretz Israël. Ils ont écrit une menace en hébreu, mais ils ne savent même pas écrire. Vous savez, ils ont fait des erreurs. Il faut voir, les Israéliens se sont moqués d'eux. Si déjà menacer bien. En tout cas, il faut voir que Dieu nous en protège de toutes leurs menaces. C'est que, en tout cas, autre chose, une autre Nekuda, que je veux parler de la paracha, et puis après on s'en vient sur on reprend la Gemara. Donc la paracha de Bo, on va retrouver des grands thèmes, des grands titres, j'allais dire. Déjà les trois plaies, et dont la dernière qui est la plus connue, c'est la plaie des premiers-nés. C'est le coup fatal que le pharaon n'avait pas du tout prévu, ça du tout. Il se dit, là, je ne peux plus rien faire. Moi-même, je suis béran, je suis premier-né. Jusqu'à maintenant, ça ne me touchait pas vraiment. Mais là, je risque moi-même de mourir. Et il va dire à Moshe Rabbeinu donc, de quitter les lieux. C'était la nuit. Il va dire, nous, on ne va pas quitter la nuit, nous ne sommes pas des voleurs. On quittera en journée, en bonne et due forme. Et il va avoir la mitzvah de Korban Pessah, la fameuse mitzvah de Korban Pessah, où Akadosh Baruch Hu va demander 4 jours avant le sacrifice, c'est-à-dire le 10 Nissan, de se tirer, de s'acheter et s'amener un agneau à la maison, le rester pendant quelques jours à la maison. Ça, on ne le fait pas. Même à l'époque du Beth Amikdash, ça ne se faisait pas. C'était qu'en Égypte, il fallait 4 jours plus tôt amener et acheter ce corban et l'amener à la maison. Les Égyptiens, à ce moment-là, ont remarqué que les ministres achetaient des agneaux, leur demandaient pourquoi. Ils ont répondu pour l'égorger et le faire en sacrifice. À ce moment-là, il y a eu un miracle exceptionnel. C'est le fameux miracle du Shabbat Hagadol que le Tour ramène. Le Tour, c'est Rabbeinu Yaakov Balatourim, il ramène. Pourquoi le Shabbat avant Pessah s'appelle Shabbat Hagadol? Parce que le sortie d'Égypte, c'était le 15. Le 15, c'était un jeudi, à l'époque de la sortie d'Égypte. Donc, nous avons égorgé le 14, la veille, mercredi. Et 4 jours avant, c'était Shabbat. Le Shabbat, ils ont acheté et amené, apporté ces animaux à la maison. Les Goïms, les Égyptiens à cette époque, auraient dû normalement massacrer les Juifs et faire des assassinats. Pourquoi alors allez-nous? Parce qu'ils ils prennent leur Dieu et pour égorger leur Dieu, ça ne va pas. Et ils n'ont pas bougé. Akadosh Baruch Hu leur a envoyé des Holaim Raim, le Balatourim dit, la Mena Midrash, leur a envoyé des plaies. Ils ne pouvaient pas bouger, ils ne pouvaient rien faire. Et c'est pourquoi on appelle ce Shabbat veille de Pessah, Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un grand miracle. Ce grand miracle qui s'est passé. Maintenant, ce n'est pas du whisky, M. Znati, hein, c'est le Teshiba. Maintenant, de prochains thèmes, il va y avoir le thème aussi de la, comment on appelle ça, de Kiddush HaChodesh, la néoménie. En fait, c'est la première mitzvah, c'est la première grande mitzvah qui a été donnée au peuple juif en tant que peuple, c'est de déclarer la néoménie, déclarer le début du mois. Et comme aujourd'hui, voilà, nous étions hier soir et aujourd'hui, nous étions Rosh Chodesh, que vous le sachiez, Rosh Chodesh Shvat. Donc la mitzvah de déclarer le mois et surtout déclarer que le mois de Nissan est le premier mois de l'année. Le mois de Nissan est le premier mois en termes de mois, non pas en termes de jours. En termes de jours, c'est Rosh Hashanah, premier Tishrei, en termes de mois, c'est le Nissan. Puis après, il va y avoir la mitzvah de Tefillin. Bien sûr, la mitzvah du Korban Pessah, la mitzvah de manger de la matzah, de ne pas consommer du chametz, du levain et tout ce qui fait à base de 5 céréales fermentées. Donc, toutes ces mitzvahs de Pessah, de chametz, c'est dans la paracha de Bo que ça a été donné. Et à la fin de la paracha, il y a ce fameux texte qu'on connaît tous, Kadeshli kol bechor, Peter kol rechem evnei Israël. Le fait de faire pidyon aben, le fait de racheter les premiers-nés. Tout premier-né devra être racheté par la somme de 5 sélaïm. Ça, c'est la fin de la paracha Bo. Aussi, le racheter les premiers-nés, donner les premiers-nés des animaux cachers, les amener, les donner en korban. Et tout ce qui va être
et la mitzvah de Tefillin. La mitzvah de Tefillin. La mitzvah de Tefillin, c'est pourquoi lorsque nous mettons et attachons les Tefillin, on fait ce fameux texte de Kadesh Likol Bechor, parce qu'il y a écrit là-bas Vayu vayaleot aladecha ou zikaron benenecha, et seront pour signe dans votre main et comme pour souvenir entre vos yeux. Et donc, c'est pourquoi nous faisons le Kadesh Likol Bechor. Donc, ce sont de grands thèmes qui peuvent être étudiés. Je vous invite vraiment à aller chercher dessus. Et Bezrat Hashem, j'espère qu'on pourra rapidement rentrer à la synagogue et pouvoir partager avec ça des chidushim. Maintenant, Rabotai, on va reprendre la Gemara. Alors, la Gemara de ce soir et celle des prochains shiurim, comme j'ai dit, elle est assez technique, assez halachique. On parle des lois des berachot, on parle des concepts qui sont parfois mélangés. J'explique pourquoi. Étant donné que nous, on connaît la halakha comme aujourd'hui elle est, sèche, claire, on la connaît bien. Donc, nous, on connaît les conclusions de la halakha. Et c'est un peu dur parfois de rentrer, j'allais dire, dans les entrailles de la halakha et revenir au départ de la halakha. Parce que parfois, c'est en paradoxe et ça choque des principes qu'on a déjà, qu'on connaît. Mais parfois, on remet tout en question pour pouvoir arriver à la halakha et savoir comment c'est tranché dans le Shulchan Aruch, etc. Alors, je reprends la Gemara, page 35, folio B, d'Aflamedhe Amud Bet. Nous avions étudié, souvenez-vous, dans la Mishnah les Ketzad Mevachim à la Perot. Donc, 6e chapitre, c'est quelle beracha on fait sur les fruits et sur toutes sortes d'aliments. Nous avons vu que sur les fruits de l'arbre, on fait Boré Peri Haetz, à l'exception près du raisin, plutôt du vin, pas le raisin, mais le vin. Le vin, on fait Boré Peri à Geffen. Et sur tout ce qui va venir de la terre, Boré Peri Adama, à l'exception du pain. Le pain à Motzi Hamina Haaretz. Puis après, on va voir que Rabbi Yehuda a un autre avis sur tout ce qui va être légumes. On ne va pas le citer maintenant. Je vais m'arrêter sur le fait, sur ce que la Gemara avait demandé. Pourquoi sur le vin, on fait Boré Peri à Geffen et non pas Boré Peri à Etz? Pourquoi? La Gemara avait surtout mis en exergue la différence entre l'huile d'olive et le vin. L'huile d'olive et le vin ont la particularité d'être, j'allais dire, l'essence même du fruit. Et donc, on aurait dû faire sur les deux Boré Peri Haetz. La Gemara de chercher, de s'interroger, pourquoi alors sur le vin, on fait Boré Peri à Geffen, tandis que sur l'huile d'olive, on ne fait pas Boré Peri à Geffen, mais on fait Boré Peri Haetz. Vous allez me dire quoi? Sur l'huile d'olive, on fait Boré Peri Haetz et non pas chez Akol. Alors oui, je vous le dis déjà. Et la Gemara, ça va être le sujet de la Gemara dans quelques minutes où elle va développer ce sujet. Maintenant, la Gemara est arrivée à une conclusion que nous avions déjà étudiée avant les vacances. Qu'est-ce que nous avions dit? Nous avions vu que le vin a une particularité d'être mésine ou mesamer. Il est nourrissant et réjoui. Et réjouissant. Il est réjouissant. Donc, étant donné qu'il a ces deux choses, eh bien, c'est pour cette raison que les Chachamim lui ont attribué une beracha particulière afin de remercier Hachem, le Saint béni soit-il, pour cette boisson exceptionnelle qui provient de la vigne. Par contre, l'huile d'olive, elle est oui nutritive, elle a un rapport nutritif important, mais elle n'est pas réjouissante. Cette boisson, c'est pas une boisson. Et sur ça, la Gemara s'était interrogée. Attends, si tu me dis que quelqu'un qui boit du vin, ça nourrit, ça rassasie, la Gemara, elle a tout de suite dit, elle a fait une observation, elle a dit qu'on parle lorsque quelqu'un boit un peu de vin. Parce que si quelqu'un boit beaucoup de vin, au contraire, ça lui ouvre l'appétit. Boire du vin ouvre l'appétit. Un peu de vin, ça te cale. Tu as comme l'impression que tu es un petit pansement comme ça et tu es bien calé. Alors la Gemara te demandait, est-ce qu'une personne qui prendrait un peu de vin devrait faire Birkat Amazon après? Parce qu'il est écrit dans la Torah, Ve'achalta, tu consommeras, Ve'savata, tu seras rassasié, ou Berarta, et tu béniras le Saint béni soit-il pour la terre que tu as donnée, etc. Donc, faudrait-il faire dans ce contexte la Birkat Amazon? Comment s'appelle la Birkat Amazon dans le langage de la Gemara? Dans le langage de la Gemara, ça s'appelle Shalosh Berachot. Comment? Qu'est-ce que vous dites, Rabbi Shalom? Le bench. Ah, bench. Non, le bench. Bench, c'est chez les cheveux.
Ça, c'est pas chez nous. C'est Ashkenazim. Mais dans le langage du Talmud et des Mishnayot, ça s'appelle Shalosh Berachot. C'est quoi Shalosh Berachot? Parce que le Birkat Hamazon thoraïque est composé de 3 Berachot. Azan et Akol. C'est la Beracha qui a été instituée par Moshe Rabbeinu. D'accord? Il va y avoir aussi Yehoshua qui va instituer ce qu'on appelle Ve'al Akol, c'est sur la terre d'Israël. Baruch ata Hashem al haaretz ve'al Amazon. Donc, c'est une bénédiction sur la terre et sur le. Et aussi Vrachem, Baruch ata Hashem, Boné Yerushalayim. Boné Binyan Yerushalayim. Donc, ce sont les 3 Berachot qui forment notre. C'est le squelette de notre Birkat Hamazon. C'est notre Birkat Hamazon. Les Chachamim sont venus plus tard, après la destruction du temple, et ont rajouté ce qu'on appelle Birkat Atov Ve'ametiv. La 4e Beracha, à elle, Atov Ve'ametiv, la Kov, Tov Ve'ametiv, la Kov, sur la Beracha de Tov Ve'ametiv, comment? Velodelecha. Tout à fait. Le fameux, je voulais juste après Vétimné. Un instant. Non, ça c'est après, c'est du rajout, c'est du surplus, on va dire. Et je vais vous lire le Birkat Hamazon. Je vous lis. Le Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Laad Ael Avinu Malkenu Adirenu Borenu Goalenu Kedoshenu Kedosh Yaakov Roenu Roe Israël. Et puis on voit Amelech Atov, le Dieu qui est bon, Vermetiv Lakol, et qui fait du bien à tous. Shebechol Yom Vayom, tous les jours de notre vie, où Etiv Lanou, il nous prodigue sa bienfaisance, etc., bienveillance, etc. Ou Metiv Lanou, ou Yetiv Lanou. Alors pourquoi ces Beracha, quand est-ce que ces Beracha étaient situés? C'est quand les Rechaïm, ceux qui ont détruit le temple, n'ont pas laissé le temple, ils ont détruit la ville de Bétar. Des milliers de Juifs qui ont été des communautés décimées et ils n'ont pas eu l'occasion, le mérite d'être enterrés. Ils n'auront pas donné le privilège d'être enterrés. Et donc, tous les corps étaient comme ça posés, jonchés au sol, et pendant des années. Et Dieu a fait un miracle qu'aucun corps n'a pourri. Aucun corps n'a putréfié, aucun corps n'a changé. Et il est resté intact jusqu'au moment où où les Romains nous ont donné la permission de les enterrer, de les amener. Alors pour cela, à Tov, Dieu qui était bon, que tu nous as donné l'opportunité de les enterrer, Métiv, et que tu as été fait du bien au corps, qui n'ont pas pourri. Et là, depuis, pour remercier Hachem, dans toutes les générations de ce miracle exceptionnel, on fait cette Beracha. Mais la Beracha, j'allais dire, du Birkat Hamazon, ce sont les 3 Berachot. Donc c'est pourquoi la Gemara demande, est-ce qu'un homme qui aurait bu un peu de vin devrait faire les 3 Berachot, c'est-à-dire la Birkat Hamazon? Réponse de la Gemara. Faudrait demander à Marco, lui, il sait tout ça. Il sait quoi, c'est le vin. Rabbi Marco, vous aimez le vin? Vous appréciez le bon vin? J'adore le bon vin, oui. Mais il y a une question. Shabbat, par exemple, c'est bizarre. Quand on fait un motzi, automatiquement, on fait le birkat. Oui. Maintenant, il paraît qu'il faut quand même boire quelque chose de chez Akol. Dites-moi, ça veut dire quoi? Durant le repas, boire de l'eau, boire une boisson? Je sais pas, il paraît que c'est bien de faire chez Akol pour faire le birkat. Mais quoi? Chez Akol sur quoi? Sur une boisson? Non, pas sur une boisson. Mais une fois on a fait le motzi, c'est fini, ça couvre tout. Eh ben, exactement, mais c'est ce que j'ai. Peut-être la question, je ne l'ai pas bien compris, je vais la reposer. Mais enfin, c'est ce que j'ai. C'est peut-être après le repas, hein, s'il y a des ajouts que tu n'avais pas prévus ajouter, que tu fais une bracha, c'est ça? La vérité, je pense, vous parlez de Shabbat ou de manière générale? C'est ça que ma question. Shabbat, je parle de Shabbat. Alors comme ça, l'idée du Shabbat,
C'est pour le nombre de brachot. Je vais expliquer. D'abord, lorsque nous sommes en plein repas, on ne fait pas une bracha sur une boisson. D'accord? On ne fait pas une boisson, à part ça serait le vin, mais on ne fait pas une boisson, même pas sur tout aliment. À moins que ce soit un aliment qui n'accompagne pas le pain, qui n'accompagne pas le repas, comme un dessert. Un dessert, des fruits, un bonbon, une friandise. C'est hors repas. Ça ne fait pas partie de ma consommation qui va me nourrir là. C'est pas là. Et toutes les choses qu'on ne fait pas, poisson, viande, salade, on ne fait pas de beracha dessus. La raison, c'est parce que ça accompagne le pain. Mais la fête est à pâte. Et ça tombe bien parce que c'est vraiment tous les sujets de ce chapitre. L'idée de mais la fête le pâte. Par contre, à Shabbat, nous avons dans la coutume marocaine, de manière générale, mais surtout chez les Marocains, avons coutume de faire une beracha, de faire les berachot entre le geffen et le motzi. On va prendre une olive, on va faire on va prendre, je ne sais pas moi, il y en a qui prennent la tête du poisson, un morceau de poisson, ils vont faire shakol avant la motzi. Oui. Shakol. Pour quelle raison? Pour multiplier les berachot, parce que nous avons une mitzvah tous les jours de faire 100 bénédictions. Alors habituellement, en semaine, on les fait facilement, 3 prières par jour, ça fait des 3 amidot de 19 berachot, une vingtaine de berachot le matin, etc. Donc, Asher Yatzar, etc. Rapidement, on les a. Shabbat, notre amida est considérablement rétréci. De 19 berachot, on passe à 7 berachot. Donc, on n'a plus de berachot tellement. Donc, on essaye d'augmenter les berachot. C'est pourquoi on va faire Haetz, Shakol, etc. Mais ça, c'est seulement le Shabbat. Je tiens à dire que c'est seulement le Shabbat. OK? Pourquoi je dis seulement le Shabbat? Parce que, par exemple, je donne un exemple. Une halakha intéressante. Vous êtes là. Vous êtes là. Votre femme, la Bezrat Hashem, Rabbi Marco, après le repas, après le shiur, si vous n'avez pas encore mangé, elle vous fait un bon steak frites. Un bon quoi? Un bon steak frites. Ah. Bezrat Hashem. Elle vous fait un bon steak frites. Qu'est-ce qui se passe? Tu es là et tu lui dis, écoute, mamie, sors s'il te plaît du pain, c'est Rosh Chodesh, je veux faire aussi du pain. Avec du pain, je veux me faire petite Théouda. Très bien. Elle sort le pain, elle sort la baguette, elle sort tout. Vous êtes en route pour faire la moti et vous voyez les frites, elles viennent de sortir de la friteuse, elles sont dorées à souhait, croquantes à souhait, la fleur de sel par-dessus, elle vous fait les yeux. Hein. Alors, qu'est-ce que vous faites? Bien sûr, vous ne restez pas comme ça indifférent à cette frite, à l'appel de la frite. Vous faites la beracha, boré péri adama, et vous mangez. Et juste après, vous faites netilat yadayim, vous faites moti. C'est un problème à l'achik de faire ça. Quel est le problème? Vous allez me dire, quel est le problème? Le problème, il est que ça s'appelle gorem les bracha chez natzricha. Tu te mets dans une situation où tu provoques une bracha qui n'est pas due, qui n'est pas nécessaire. Étant donné que cette frite ou ce steak, tu vas le manger dans le repas, dans la séouda, dans un instant, tu vas faire la moti, tu n'aurais pas eu le besoin de faire la bracha sur cette patate, sur cette frite. Alors maintenant, tu t'es mis dans une situation de faire une bracha en plus, alors que tu n'en avais pas besoin. On n'a pas le droit de provoquer des brachot lorsqu'on n'en a pas besoin. La seule fois où on a ce droit, c'est Shabbat, parce qu'on ne sait pas qu'on n'a pas besoin, on en a besoin pour arriver à 100 berachot. Et tu ne peux pas le faire à tort et à travers, il y a des règles bien précises. Okay. Marco, vous m'avez entendu? Rabbi Malki a une question, s'il vous plaît. Oui. Aujourd'hui, la grande mode, c'est de finir un repas non pas avec des fruits, mais avec un gâteau. Comment est-ce qu'on procède? Est-ce qu'il faut faire Birkat Amazon et après on mange le gâteau et on fait la mehia ou ça rentre dans la sérouda? Alors, c'est une très bonne chéla. C'est une très très bonne question qui a fait couler pas mal d'encre. Et c'est pourquoi le mieux, parce que c'est quoi la question? La question, elle est comme ça, je vais vous dire. Étant donné, un instant, je vais vous dire. Le problème, il est comme ça. Qu'est-ce qu'on appelle mésonote? Justement, ça va être le prochain sujet de combat à Gemara. C'est quoi mésonote? C'est quoi mésonote? C'est quoi moti? Un moti, c'est de la farine qui vient de la terre, qui provient de la terre, du blé
provient de 5 céréales. On va étudier dans un instant le blé, l'orge, l'avoine, l'épeautre et le seigle. Ce sont les 5 céréales que nous faisons mésonote dessus. Et si on en a fait du pain, on fait Birkat Hamazon après. Mais qu'est-ce qui fait que ton gâteau s'appelle gâteau? Qu'est-ce qui fait que ton petit four, ta petite tartelette, s'appelle tartelette dont tu fais mésonote et tu ne fais pas amoti? Pourquoi ta tartelette, tu fais mésonote, tu ne fais pas amoti? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui rend ça? Qu'est-ce qui fait cela? Le sucre. Le sucre? Le sucre. Ok, le sucre. Ou par exemple, je donne un exemple, un cracker. Il y a du sucre dans un cracker? Un quoi? C'est-à-dire qu'il y a autre composante que farine et eau. Il y a du jus d'orange là-dedans. La Par exemple, matzah. si tu mets… La matzah. La matzah. La matzah, oui, après Pessah. C'est à Motzi durant Pessah. Durant Pessah. Mais après Pessah. Après Pessah, si on fait le repas avec la matzah, même après Pessah, c'est à Motzi. Oui, mais ok, d'accord. Mais maintenant, je vous pose une question parce que monsieur Zaguri m'a avancé le côté sucré. Là, je vais donner cracker. Cracker, il me dit un autre composant. Je lui donne matzah. Et autre chose, donnez-moi. Donnez-moi, je vous amène. Alors, l'idée, elle est comme ça. Ça tombe bien, peut-être j'enverrai cette halakha aussi dans le… comme j'ai dit, c'est une question qui a fait beaucoup d'encre. Pourquoi? Parce qu'on considère mésonote ce qu'on appelle pat aba'a bekisanim. Pat aba'a bekisanim, du pain qui vient en kisanim. On va expliquer dans un instant c'est quoi. Le Shulchan Aruch va dire qu'on fait dessus mésonote. Mésonote, c'est ce qu'on appelle pat aba'a bekisanim. C'est quoi pat aba'a bekisanim? 3 explications. Ou bekisanim, c'est quelque chose qui est kossès, qui est croustillant. Des crackers, quelque chose qui est fin et croustillant, ça s'appelle kisanim, selon une explication. Selon cette explication, on fait mésonote dessus. Il y en a qui disent non, pat aba'a bekisanim, c'est quelque chose qui est fourré, qui est cuit fourré. Vous savez, un truc fourré avec de la marmelade ou avec de la viande ou avec quelque chose qui est fourré. Et il y en a qui vont dire quelque chose qui est épicé, qui est doux, avec du sucre ou avec des épices ou avec des choses. Donc, il y a 3 manières de voir qu'est-ce qu'on appelle pat aba'a bekisanim. Est-ce que vous me suivez, Rabotai, vous êtes avec moi? Sur ces 3, tu vas me dire, alors, qu'est-ce que je fais? Le Shulchan Aruch a dit que sur ces 3, on est plus cool. Ça veut dire que s'il y a une de ces trois conditions, on est cool et on fait mésonote. Ouais, très bien. Mais ce sont 3 de base, ce sont 3 avis divergents. Et le Shulchan Aruch, il les prend tous. Il dit, c'est pas grave. Si on fait on est le plus cool selon tous les avis. Si ton truc, il est croustillant, tu fais mésonote. Si ton truc, il est fourré, tu fais mésonote. Par exemple, il y a quelque chose qui a les 3 choses en même temps, c'est la gaufrette. La gaufrette. Vous savez, la gaufrette, c'est quelque chose de croustillant, c'est quelque chose qui est fourré, qui est sucré, etc. Vous voyez, il y a les… Maintenant, le problème étant que selon un avis, par exemple, selon l'avis qui pense qu'il faut que ça soit croustillant pour faire mésonote. Alors, si quelque chose n'est pas croustillant, selon cet avis, il faudrait faire moti. Et pourquoi ces choses-là, on ne ferait pas moti d'abord? Parce que les Chachamim, ils ont dit qu'on n'est pas kové à Seouda. C'est pourquoi on n'est pas kové à Seouda? Ce n'est pas l'habitude de fixer une Seouda sur ce genre de choses. Quelqu'un ne va pas se mettre la petite serviette là au cou, couteau fourchette, en mangeant un éclair au chocolat. Ce n'est pas ça ton repas. Un homme, normalement, ne fait pas ça son repas. Et c'est la même raison, j'ouvre une petite parenthèse, je n'ai pas eu le temps de le dire parce qu'on a ouvert une petite parenthèse, mais pourquoi le vin? La Gemara a demandé si quelqu'un boit un peu de vin. Et vous avez envoyé la question à Rabbi Marco, M. Znati, est-ce qu'il doit faire Birkat Hamazon? Eh bien, la Gemara va dire, on va attendre Eliyahu Hanavi et il nous dira si ça s'appelle faire un repas. Mais pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, ça ne s'appelle pas faire un repas. Et même si quelqu'un dit, moi, je fais un repas de mon vin, je me bois un petit verre, ça me suffit, eh bien, lui, il est batla da'ato etzel koladam.
son avis est annulé par rapport à la majorité de l'humanité. Les gens, ils ne s'installent pas avec une fourchette couteau et un verre de vin. Ce n'est pas ça leur repas. Alors, pareillement, les gens s'installent sur un pain qui a un pain. Mais tout ce qui va être fourré ou des choses comme ça, ce n'est pas du pain. Et les Chachamim ont dit que les gens ne fixent pas leur repas que sur ça. Et donc, ça ne s'appelle pas… Voilà. Mais par contre, alors nous dit le Rav Ovadia Yosef, c'est qu'on a un problème. Si en fin de repas, on a déjà fait un moti. Un moti comporte tout ce qui provient de céréales. Maintenant, je prends un gâteau devant moi. Ce gâteau, pourquoi devrais-je faire mésonote? Mais je fais mésonote, mais si par exemple il est juste fourré, ok, ou s'il est juste sucré, une brioche, juste sucré, ok. Alors, il y a selon deux avis, ça rentre dans le moti que j'ai fait avant. Et selon un avis, c'est mésonote. Mais je viens de faire moti, alors pourquoi devrais-je faire mésonote dessus? Alors, et vice-versa. Et c'est le même problème pour quelque chose qui est croustillant et qui n'est pas fourré, etc. C'est pourquoi il écrit le Rav Ovadia Yosef que le mieux, c'est de faire Birkat Amazon. Tu fais ta Birkat Amazon, et même Shabbat, tu fais ta Birkat Amazon, et puis après, tu amènes ton dessert, ton gâteau. Et après ça, c'est le mieux pour ne pas rentrer dans des problèmes. Sinon, il te dit, ne fais pas de Beracha. Par contre, s'il y a les trois conditions ensemble, quelque chose qui est croustillant, qui est doux et qui est fourré, comme un peu ce qu'on appelle le baklawa, ils appellent ça ce sont des choses croustillantes, fourrées, etc. Là, il y a toutes les conditions pour faire mésonote. Vous voyez? Mais si les trois conditions ne sont pas ensemble, donc il dit qu'il vaut mieux les faire après. Voilà. Est-ce que j'ai été assez clair? Oui. Clair ou… Oui. Bon. Avec tout ça, on n'a plus faim. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, Rabbi Daniel. Pour le pat Bekisamine, les trois conditions, bon, j'ai bien compris. Ensuite, on a parlé de Kovea Seuda. Alors, la question, c'est est-ce que ça veut dire 4 conditions, c'est-à-dire et Kovea Seuda et les 3 autres? Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, vous savez ce qu'on met maintenant sur les salades, là, les espèces de pain, comment on appelle ça là? Les croûtons. Ok, c'est du pain. Mettons que c'est du pain qui n'est pas épicé, on va dire. Ok, juste du pain grillé. Donc, il est croustillant. Sauf que on n'a pas l'habitude de faire d'être Kovea Seuda sur les croûtons. Je veux dire, enfin, c'est pas l'habitude, on va dire comme ça. Oui, mais la forme, je vais vous dire. Alors, ça dépend. Justement, on va entrer dans ce problème. Ça tombe très bien parce que je suis très heureux d'avoir vos questions et très content, je m'en réjouis parce que vraiment, ça ouvre toutes les questions qu'on va voir plus tard dans les Gemarotes. Okay. Dans la Gemara, et c'est très, très bien. Et je m'en réjouis. Alors, prenons du pain. J'ai du pain, ok? J'ai chez moi du pain. Et je le coupe et je le toaste. Maintenant, il est croustillant. Alors quoi? Je le quoi? Il est croustillant maintenant que je viens de le toaster. Je l'ai grillé, je l'ai toasté. Oui. Alors, est-ce qu'il est mésonote? Non. Étant donné qu'il a déjà eu le statut de pain, alors c'est du pain. Tu l'as toasté, tu l'as fait. C'est pas… Okay. Ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer son statut. Par contre, s'il a été au préalable, au départ, dans l'usine, on a pris une pâte qu'on a coupée en petits et qu'on l'a mis à griller depuis le départ, depuis le départ, elle est mésonote. Elle est faite de cette manière, et c'est pourquoi ce croûton va être mésonote, parce qu'il est croustillant dès son départ, dès sa cabana, c'est-à-dire avec l'intention du fabricant. Il n'a jamais passé par la case pain. Il a toujours été tout de suite croustillant, statut mésonote. Tout de suite. Vous voyez? C'est pour cette raison qu'on fera mésonote dessus. Mais si chez vous à la maison, vous prenez le reste des chalotes, vous faites des petits croûtons, et même un statut de moti. Tout à fait. Et pareil, ça va être le même problème pour le… Sans égard à cette histoire de Kovea Seuda. Ouais, non, rien à voir. Ok. Maintenant, voilà, tu vas manger 2 croûtons, tu vas faire moti, tu ne fais pas une kiatadaïm parce qu'il n'y a pas de 27 grammes. Par contre, tu ne fais pas non plus Birkat Amazon. Et tu fais un moti seulement. Et autre chose, je l'ai mis dans la halakha, la newsletter. Je ne sais pas si vous avez vu. Je ne sais pas si vous voyez un peu, j'envoie quelques halakhot que je prends de la halakha intéressante, j'essaie de choisir. Et donc, vous avez là-bas une halakha, par exemple, petite pitaot,
dans les petits, dans les mariages. Ça, c'est la quantité. Ouais. Voilà. Maintenant, par exemple, vous avez le pain perdu. Vous savez ce que c'est le pain perdu? Oui, le pain avec des œufs battus. Alors, tu prends la challah, il te reste de Shabbat de la challah, des trucs comme ça. Tu le coupes, tu fais, mais ça, c'est moti, normalement. Pour quelle raison ce serait un moti? Logiquement, c'est un moti. Comme tout à l'heure, vous avez dit, il a déjà eu le statut de. Exactement, il est bien passé par ce statut. Ok, Rabotai. Il y a des choses qui vont perdre le statut complètement quand ils sont complètement, peut-être. Le French changé. Toast, là. Peut-être complètement changé. Comment on appelle ça? La chapelure. Tu fais du pain de la chapelure, c'est quelque chose qui est complètement décomposé, on va le voir. Donc, je ne vais pas faire dessus une moti. Ok. Alors, maintenant, la Gemara de dire. Voilà, donc on a terminé. Donc, Rabbi Marco, si jamais, je ne sais pas s'il est avec nous, hein. Il est parti. Il nous a quittés, il devait aller manger. Il t'a invité. Je vais donner l'eau à la bouche avec ce vin. Absolument. Mais moi, avec toutes ces contraintes, je me demande si je vais manger maintenant. Non, pourquoi? Il faut penser à beaucoup de choses avant de manger. Non, mais là c'est le détail de toute la halakha, mais la halakha, en fin de compte, elle est bien plus facile que ça. Regardez, monsieur Znati, vous m'envoyez un selfie de ce que vous mangez et je vous envoie la bracha tout de suite. Oh, Alors, regardez. C'est manger sous la... Comment? Se serait mangé sous la supervision rabbinique. Alors, vous connaissez la blague, la fameuse blague de ce type qui est rentré au McDo. Oui. Il sort, le rabbin il le voit, il lui dit, je t'ai attrapé toi, hein. Tu as vu commander, tu as mangé Big Mac et tout. Il dit, merci, tu me rassures, j'ai mangé sous la supervision du rabbin. Et bien voilà. Alors Rabota, et la Gemara, elle dit, Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, et ainsi elle dit Rabbi Tzrak au nom de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il dit? Chez Men Zaït, Mevarin ala Boré Piriaetz. L'huile d'olive, on prononce la beracha de celui qui crée le fruit de l'arbre. Est-ce que ça vous paraît bizarre, cette halakha? Oui. Ou ça vous paraît clair? Le fruit de l'arbre, c'est pas l'huile. L'huile est un extrait de l'olive, donc le jus d'orange, c'est pas Boré Piriaetz. C'est chez Hakol. Très bien. Alors, Rabbi Daniel, je n'étais pas là au départ de Ketzad Mevachim, on a expliqué qu'il y a une différence entre l'huile d'olive et le vin, extrait de ces deux fruits, les extraits de ces deux fruits, et l'extrait et le jus qui provient de tous les autres fruits. J'ai dit c'était intriguant de ce que la Gemara va dire, c'est intriguant, c'est bizarre, mais c'est comme ça. La Gemara a dit que tous les autres fruits, le jus qui s'en vient, ça s'appelle Zéa Be'alma, transpiration du fruit. Ce n'est pas l'essence même du fruit. C'est une pulpe, c'est provient de la pulpe. Par contre, le vin et l'olive, l'huile qui provient de l'olive et le vin qui provient du raisin, c'est l'essence même, j'allais dire, tu bois le fruit. L'huile d'amande et l'huile d'avocat. Non plus. Et Rachamim, okay, je veux dire, on accepte ce qui est dit. Non. Mais est-ce que c'est pas je sais, mais ok, non. Alors, vous essayez de comprendre le pour quelle raison. Pourquoi ça s'appelle à Béalma? Je veux dire, l'amande, c'est la même chose, non? Enfin, je pose la question. Non, c'est déjà l'huile d'amande. Le lait d'amande. C'est une bonne chéla. Alors, c'est une bonne chéla. Que ce soit l'huile, soit même les jus. Les jus. Des fois, tu bois du Tropicana, tu as mangé 3 oranges. D'accord? Mais mais les Chachamim ont défini que non, le raisin, c'est l'essence même. C'est ce qu'il a été planté pour, c'est ça. Et ce n'est pas suffisant de dire qu'il a été planté pour. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des cultures, des oranges, sont pour faire des fruits, des jus. Et ainsi que l'olive. La majorité des cultures de l'olive aujourd'hui n'est pas pour faire la petite beracha, l'apéritif, c'est pour faire de l'huile d'olive. Alors, mais la Gemara, c'est comme ça qu'elle statue. Chachamim statue que l'huile, l'essence de l'olive, c'est l'huile, et sur ça, c'est le fruit même. Et donc, on fait boré périaetz. Sur ça, la Gemara, elle dit echidame. Mais dans quelles conditions ça peut s'appliquer qu'on fait aetz? Quoi? Le type, il s'est servi un verre d'huile, il fait cul sec? C'est quoi le cas? Comment c'est possible? Mais Hozuke Mazikle.
Mais un mec qui se verse un verre d'huile et boit, ça lui fait du mal. C'est mazikoto. Ça veut dire que ça le blesse, ça lui fait du dommage, lui causer du dommage. C'est dangereux de boire de l'huile. On n'a pas l'habitude de le consommer comme ça. On ne peut pas. C'est pas qu'on n'a pas l'habitude, c'est que le consommer, ce n'est pas bon pour le corps. Et une preuve halachique à cela. Preuve halachique. Achoté shemen shel teruma, meshalem et keren, veno meshalem et homesh. Asach shemen shel teruma, meshalem et keren ou meshalem et homesh. Très intéressant. Celui qui boit par erreur de l'huile de terouma paye le capital et ne paye pas le 5e additionnel. Celui qui par erreur s'est enduit avec de l'huile de terouma paye le capital et ne paye le 5e additionnel. De quoi on parle? Vous savez que selon la Torah, je dois donner la terouma. Terouma, c'est-à-dire le prélèvement et la dîme de tous les produits agricoles. Les produits agricoles obligatoires par la Torah, ce sont les céréales et le vin, le raisin, et aussi l'olive. Des ganecha, tiroshecha, veitzarecha. Itzar, c'est l'huile d'olive. Maintenant, si quelqu'un a-t-on le droit, quelqu'un qui n'est pas Kohen, peut-il manger ou boire quelque chose qui provient de la terouma? Jamais de la vie, c'est interdit. C'est un grand interdit. C'est très grand interdit. Par contre, s'il a bu ou il a mangé, il a consommé un truc de terouma qu'ils avaient mis de côté pour le Kohen, par mégarde, par erreur, il ne savait pas. Ça arrive, tu ne vas pas être sanctionné. Par contre, tu dois payer la valeur plus un 5e. Par exemple, si j'avais $100, combien je lui donne? 120. Alors regardez, ça s'appelle un 5e milbar. Rien n'est simple dans la Gemara. Ce n'est pas un 5e comme ça, parce que ça veut dire que ton 1/5, en fait, tu prends ton $100, tu le divises en 4. Et en 4, ça fait $25. Et la portion que tu rajoutes, ça deviendra ton 5e. Lorsque tu vas avoir 125, et ben, ta portion, elle va être 1/5 de toute la portion totale. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est $125. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça va être $125. Ça va pas être $120, ça va être $125. C'est-à-dire que le 5e que tu rajoutes, c'est un 5e qui devient un 5e après que tu l'aies rajouté. Vous voyez ce que je veux dire? Rabbi Daniel, est-ce que vous êtes avec moi là? Oui, mais c'est juste que les Juifs, ils sont tellement sympathiques. Est-ce qu'on peut répéter, s'il vous plaît? Je n'arrive pas à suivre. Ça veut dire que quand tu prends, par exemple, $100, je dis il faut payer une pénalité, donc payer le capital, $100, plus un 5e. Donc, le calcul simple que me dit Rabbi Daniel Zaguri, c'est $120. J'ai dit non. C'est qu'en fait, la portion que tu rajoutes, quand tu rajoutes ta portion, tu fais le truc croisé. Quand tu rajoutes ta portion, il faut que ta portion devienne c'est un 5e. Un 5e de ce que tu donnes. Du total. Ça veut dire que en fait, tu divises en 4 ton capital. Tu divises en 4 ton capital, tu prends un quart, tu le rajoutes. Le quart, c'est $25, donc ça fait $125. $125, 25, ce n'est qu'un 5e. Oui, bon, c'est comme ça. Maintenant, quelqu'un qui a mangé par mégarde de la terouma, eh bien, mon gars, tu payes une pénalité. La Torah t'oblige de payer une pénalité. Ça passe dans la Torah. Tu payes un homesh. OK. Mais si quelqu'un a bu de l'huile d'olive, est-ce qu'il doit payer la pénalité? Il va la payer très cher. Non, à part qu'il la paiera autre part. Mais est-ce qu'il doit payer la pénalité? Hein? Eh bien, c'est écrit non. C'est écrit non. Parce que, par exemple, si par exemple, chez moi à la maison, j'avais $100 de terouma et que je l'ai détruite, je ne l'ai pas mangée, je l'ai détruite, eh bien, tu dois la payer au Kohen. Est-ce que tu payes un chomesh? Non. Tu ne payes de chomesh et de pénalité de 1/5 supplémentaire que si tu en as eu profit. Tu en as profité. Et la Mishnah nous dit que quelqu'un qui a bu donc un verre d'huile d'olive de terouma, il ne paiera que le capital et non pas le 5e. Pourquoi? Je le déduis clairement. C'est parce que ça ne s'appelle pas profiter. Ça s'appelle faire un dégât. Il n'y a aucun profit de boire ça, ce n'est pas bon pour ta santé. Mieux encore, la Gemara va dire que si par exemple il a pris de l'huile, il s'est fait un petit massage de cette huile, là il devra payer un 5e parce qu'il en a profité, c'est la manière de profiter sans problème. Donc tu vois clair et net que ça ne s'appelle pas profiter de boire de l'huile d'olive.
comment peux-tu me dire que quelqu'un qui a bu de l'huile d'olive, il fait boré périaète? Mais comment boré périaète? Il vient de le cholestérol, je ne sais pas ce qui s'est rajouté là. Ça ne va pas? Réponse de la Gemara, non. Lorsqu'on t'a dit qu'une personne qui a bu de l'huile d'olive, il doit faire boré périaète, on te parle dans une situation bien claire. On parle dans un cas où il mange avec du pain, comme condiment. Donc, il a du pain et il prend son pain là, sa mie de pain, il la met dans l'huile. Ça arrive. Qui ne fait pas ça dans la salade? Qui ne fait pas ça? Vous savez, la petite salade à la fin des piments. Vous savez, la petite huile de piment piquant. Dans l'huile d'olive, carrément. Ou dans l'huile d'olive. Ou dans l'huile d'olive, c'est très bon. Alors, la Gemara dit, c'est dans ce contexte qu'on t'a dit qu'il doit faire boré périaète. Et tout de suite, la Gemara fait une objection et dit, mais c'est quoi cette histoire à dormir? Mais on a une règle claire et nette. Lorsqu'on a un aliment qui est l'essentiel et un aliment qui n'est que le condiment, l'accessoire, on fait la bracha que sur ce qui est essentiel et non pas l'essentiel. Pour l'essentiel. L'essentiel. La Gemara dit, Iari aviale pat ekar veutafel. Mais s'il en est ainsi, le pain est l'aliment principal et l'huile est seulement un aliment secondaire, c'est un condiment. Utnan, et nous avons appris dans une Mishnah qui viendra dans quelques jours, Ze'aklal, voici la règle. Kol shewaikar ve'imotefela. Dès qu'on a un aliment principal et un aliment secondaire, eh ben, on fait la bracha sur ce qui est principal et le secondaire va avec. Par exemple, le cas du pain. Je mange du pain, après je mange un steak. Je ne fais pas chez un code sur mon steak. Le steak accompagne le pain. Je mange de la tchouka, la matbouha, la salade cuite. Et avec mon pain, je fais la bracha sur la salade cuite, jamais de la vie. Je l'ai fait sur mon pain. Le pain, c'est ce qui est essentiel. La salade vient que agrémenter mon pain. Comme il n'est pas... Oui. Mais là, si je mange un sandwich, et pour moi, l'essentiel, c'est ce qu'il y a dedans. Ça marche pas. Ça marche pas. On va le voir que le pain et les 5 céréales prennent tout de suite le dessus. C'est eux qui te nourrissent. C'est eux qui te nourrissent, franchement. Mais ce n'est pas vraiment l'essentiel. Tu veux te manger un sandwich. Tu vas manger un sandwich de salami. Tu vas te manger un sandwich. Tu ne vas pas prendre de salami tout seul. Si tu aimais vraiment, ok. Mais c'est vrai que parfois, on va voir que la farine n'est là que pour comme liant d'un appareil culinaire ou d'un. Là, ça va être différent. Mais s'il a quand même, donc on voit clair et net que quelque chose qui est accessoire, secondaire, quelque chose qui est principal, on fait sur ce qui est principal. Je prends du pain et que je le badigeonne d'huile d'olive ou je le trempe dans l'huile d'olive. Qu'est-ce qui est essentiel? C'est mon pain. Je veux juste agrémenter avec de l'huile d'olive. Pourquoi ferais-je boré périaète sur l'huile d'olive qui est sur mon pain? Il n'y a aucune raison de le faire. Alors, réponse de la Gemara, tu as raison. Désolé, tu as raison. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Ce qu'en fait, il faut dire, elle a des cachatouillés, elle est dénigrone. Mais on va dire, l'enseignement qui dit que je fais avec sur l'huile d'olive, c'est une huile d'olive qui a été en fait mise dans une solution buvable. Cette solution s'appelle anigrone. C'est quoi du anigrone? Qu'est-ce que c'est du anigrone? Alors, la Gemara, tout de suite, on va le voir, elle va l'expliquer. Anigrone, c'est maya des silka. C'est une soupe faite d'eau de blette. En fait, c'est un bouillon d'eau de blette. Et ce bouillon-là, tu mets de l'huile. Et l'huile a toute son importance là-bas. Tu ne la bois pas brute, ton huile d'olive, mais elle prend vraiment toute son importance. Et elle condimente l'eau et l'eau de blette, et l'eau de blette, le bouillon, condimente l'huile d'olive. Alors, cette huile d'olive prend toute son importance. Et donc, l'agma va dire qu'il y a cette solution qui s'appelle l'anigrone ou une autre solution qui s'appelle l'axigrone. L'axigrone, c'est fait de l'eau de cuisson de plein de légumes, un bouillon de légumes. Et le type, il a mis pas mal d'huile d'olive. Il en a mis pas mal. Il a mis de l'huile d'olive, excusez-moi, dedans. Et bien, sur ça, tu fais Haetz. La Gemara, tout de suite, de se poser la question et de se dire, pourquoi je ferais Haetz? C'est le bouillon qui est important. C'est le bouillon qui est important. L'huile d'olive n'est là que pour condimenter. Réponse de la Gemara de dire, non. On parle de Behoshesh Bigrono. On parle de celui qui a mal à la gorge. Et quoi? Et Hoshesh Bigrono, je vais expliquer de quoi on parle. Par exemple, quelqu'un avec le Shabbat,
Shabbat, on n'a pas le droit de faire toute médecine. Toute médecine ou médecine douce est interdite le Shabbat. Vous le savez. À moins que ça soit toute médecine. Ça veut dire quoi? Tout soin médical Shabbat. Médecine. Oui, tout soin médical Shabbat, s'il n'est pas bien sûr dans un contexte grave, oui, interdit. Ou important, est interdit. Si c'est juste comme ça, médecine douce, thérapeutique, c'est interdit. Pourquoi? Je vous le dis en parenthèse, c'est parce qu'on n'avait pas le droit à l'époque, on faisait, il fallait moudre des plantes Shabbat. Au pilon. Moudre, c'est interdit. Et c'est interdit moudre Shabbat. Au pilon. Au pilon, bravo. Au pilon. Aujourd'hui, vous allez me dire, ouais, c'est des comprimés. C'est vrai, mais ça rentre dans le même registre de ne pas faire des mélachot le Shabbat. Mais en tout cas, je termine avec ça. C'est que c'est écrit Shabbat, je n'ai pas le droit de me faire de la médecine, quoi que ce soit. Mais quelqu'un, il a mal à la gorge. Il peut se faire ce petit bouillon d'eau et il met pas mal d'huile. Et il le boit. Et il fait des gargarismes. Vous savez, pour laisser un peu, et après, hop, il avale. Il laisse un peu dans la gorge, il avale. Et ça a effet de médicinal. Ça a effet de pansement un peu. Alors, Shabbat, il a le droit de faire de cette manière. Parce que c'est... tu n'as pas le droit de boire de l'huile tout court pour te faire du bien, mais tu as le droit de mettre dans ce bouillon, et ce bouillon, tu le laisses un peu comme ça, et là, ça passe. Parce que ça donne l'impression que tu manges. Ce n'est pas l'impression vraiment que tu es en train de te faire une médecine. Alors, la Gemara dit, on parle de ce contexte. C'est dans ce contexte qu'on te dit de faire haetz. Le type, il a mis un peu de bouillon et beaucoup d'huile. Alors, en fait, c'est lui qui est primaire maintenant, qui prend la place. Alors, j'aurais pu croire que quoi? Tu fais haetz dessus. La Gemara dit, c'est clair, pourquoi? C'est évident que je dois faire haetz dessus. Réponse de la Gemara, c'est que j'aurais pu croire, étant donné que tu le fais pour ta guérison que tu le fais, ce n'est pas pour boire ou consommer, on ne devrait même pas faire de beracha dessus. Mais étant donné que oui, tu le fais pour ta guérison, mais tu en as un profit, tu profites aussi, parce qu'il y a du goût, tu aimes ça, c'est bon, alors tu dois faire la beracha aussi. Et c'est pourquoi les chachamim nous disent, si quelqu'un, par exemple, si moi je prends un comprimé avec de l'eau, je ne fais pas de beracha dessus. Et si je prends un comprimé avec du Coca-Cola, eh ben, je devrais faire une beracha dessus parce que le Coca-Cola, il n'est pas que pour faire passer la pilule. J'ai aussi un profit. Je profite de mon coq qui va avec. Donc voilà comment on a amené la halakha dans le contexte qu'on fait oui, boré piraetz dans le cas de l'huile d'olive. C'est comment c'est possible. On ne parle pas d'huile d'olive tout seul. Ce n'est pas dangereux pour la santé. On parle d'huile d'olive dans un bouillon où le gars fait ça pour se faire du bien. On va vers Rabotai. Ce fut un plaisir de vous retrouver après cette semaine où on ne s'est pas vu. Et donc, j'espère qu'on pourra se retrouver Bezat Hashem jeudi pour avancer encore dans la Gemara et dans notre étude quotidienne. Je vous embrasse très, très fort. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup. Tout le monde, je vous embrasse.